Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire Cap Emploi tourné sur à la découverte de notre service maintien. Donc c'est une deuxième édition pour nous et cette fois-ci on a fait le choix de l'enregistrer. Donc pour ceux que ça pourrait éventuellement poser question, vous pouvez bien sûr couper vos caméras comme vous êtes plusieurs à l'avoir fait. L'objectif de cet enregistrement, c'est de pouvoir aussi le mettre à disposition après coup et de pouvoir le transmettre aux partenaires, qu'il puisse être utilisé de manière plus large que juste sur le temps du webinaire. On est 4 professionnels de Cap Emploi à intervenir. Donc, je vais commencer par me présenter. Du coup, donc moi, je suis Isabelle Valéo, donc je suis directrice adjointe du Cap Emploi à Loire-Atlantique. Je vous passe la main pour les collègues. Donc, Élodie Chupin, conseillère maintien du Cap Emploi 44 depuis 3 ans. Alors, bonjour à tous. Moi, donc c'est Agathe Josan. Je suis conseillère maintien également depuis 2014. Avant, j'intervenais sous le nom du SAMET et depuis 2018 au sein du Cap Emploi sous le nom du service maintien dans l'emploi. Donc, merci d'être là. Je vois qu'il y a quelques noms que je connais. Donc, j'espère qu'on vous alimentera d'autres informations que ce que vous connaissez déjà. Bon webinaire. Bonjour à tous, moi c'est Charlotte Olivo, donc je suis alternante au Cap Emploi et au GIRP depuis septembre 2021 du coup, et je suis là en tant qu'assistante commerciale et marketing, donc je viens en aide sur différents pôles, et là aujourd'hui je serai là pour répondre, lire vos questions. Si jamais vous en avez à poser dans le chat, je me chargerai de les communiquer à mes collègues. Voilà, bon webinaire. Alors du coup, là, je vous ai diffusé notre support. Je veux bien juste une petite confirmation si tout le monde voit bien le diaporama. Oui, c'est bon. Alors, pour introduire quand même ce webinaire, donc pourquoi on l'a mis en place, l'objectif, c'était vraiment de faire quelque chose tourné à destination des services de santé au travail, pour à la fois faciliter la mise en place de nouvelles collaborations avec des nouveaux médecins qui arrivaient ou des nouveaux professionnels, comme notamment les infirmiers en santé au travail qui arrivent aussi beaucoup dans le cadre de la réforme. Et puis, pour les personnes avec qui on travaillait déjà, du coup, d'avoir une meilleure connaissance, plus dans le détail de l'ensemble de notre offre de services. Voilà, donc l'idée, voilà, on est vraiment là-dessus. Donc, sur ce qu'on va vous présenter, donc il y a une partie un peu en chapeau de vous présenter un peu le réseau des Cap Emploi et l'intégralité, de donner à lire un peu ce qu'on fait à Cap Emploi dans l'intégralité du service. Et ensuite, on se centrera sur le service maintien avec des informations concrètes sur l'activité sur la Loire-Atlantique, donc notre cadre d'intervention, ce pourquoi on intervient et éventuellement ce pourquoi on n'interviendrait pas. Et puis après, des exemples concrets, une illustration en fait d'un parcours type et une vidéo qui présentera une situation de maintien. Donc, je commence par la partie réseau Cap Emploi. Peut-être avant quand même, je reprécise parce que je ne l'ai pas dit au début, quelques règles pour le webinaire. Donc, peut-être que tout le monde puisse couper son micro, de poser les questions en fait dans la discussion, et du coup, c'est Charlotte qui les prendra au fur et à mesure, et on a prévu de s'arrêter en fait, de faire des petits moments de réponse aux questions après chaque grande partie. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans la discussion au fur et à mesure. Donc, le réseau des Cap Emploi. Donc, en fait, on est organisé en réseau national, donc qui s'appelle KEOPS, donc qui existe sur le niveau national et régional, ce qui permet d'avoir une représentation aussi sur un niveau plus global dans les projets au niveau national. On est porté au niveau de notre association, donc pour le Cap Emploi 44, par le GIRP, donc qui est une association qui intervient depuis le début des années 80 sur le secteur du handicap et de l'emploi, et qui a été créé à la base par des employeurs qui se questionnaient autour de problématiques de maintien et de reclassement de personnes en situation de handicap. Cap Emploi, donc, ça existe depuis 2001, donc sur un volet qui était centré sur l'accompagnement vers l'emploi, donc accompagnement à destination des demandeurs d'emploi en situation de handicap et des recruteurs, des employeurs qui souhaitaient recruter. Et puis, cette offre de service a rejoint en fait avec un autre dispositif qui s'appelait, comme Agathe le disait tout à l'heure, le SAMET, donc qui s'occupait du maintien dans l'emploi. Donc, il y a eu une volonté
en 2017 pour une réalisation en 2018, de rapprocher ces deux services, Cap Emploi et Samet, pour créer une structure unique qui intervenait en fait sur tout le parcours de l'emploi en fait, à la fois pour une personne mais aussi pour un employeur et pour les partenaires. Donc l'objectif c'était vraiment d'apporter plus de lisibilité en fait en se disant j'ai une porte d'entrée unique, de sécuriser les parcours puisque l'objectif est aussi de se passer le relais beaucoup plus facilement en fait au sein de nos services. Donc, il y avait déjà des partenariats auparavant, mais il est évident qu'en l'intégrant dans une structure unique, c'est encore plus fluide. Et donc, l'idée de base, c'est vraiment de venir sécuriser les parcours des personnes en situation de handicap. Donc, ça s'est mis en place en 2018. Et depuis, en fait, Cap Emploi, c'est vraiment le volet accompagnement vers l'emploi et accompagnement dans l'emploi. Donc, le volet dans l'emploi, on va vous le détailler évidemment plus précisément, puisque c'est l'objet de notre webinaire, avec la partie maintien. Il y a un autre service complémentaire dans le volet accompagnement dans l'emploi qui concerne le conseil en évolution professionnelle des salariés. Donc là, l'objectif, c'est d'accompagner les salariés qui souhaitent se reconvertir vers un nouveau métier. Donc vraiment dans une idée d'anticiper d'éventuellement de ne plus pouvoir faire le métier sur lequel ils sont aujourd'hui et de rester dans leur poste. Donc là, c'est une petite activité puisqu'on l'articule en fait avec le groupement Évolution qui fait le CEP salarié tout public. Et donc l'idée, c'est vraiment de prendre le relais quand il y a des situations avec des problématiques de handicap à prendre en compte en priorité. Et du coup, c'est vrai que ce service, c'est aussi beaucoup de relais de notre service maintien qui permet de réorienter des situations qui n'ont pas pu aboutir en maintien réussi. Donc voilà pour le volet dans l'emploi. Et puis quelques mots quand même de présentation sur le volet vers l'emploi. Donc là, en fait, on a une équipe de conseillers accompagnement qui accompagne les demandeurs d'emploi vers l'emploi, avec toute la partie connaissance de son handicap, appropriation des outils pour présenter son handicap à un employeur, travailler son projet, rechercher un emploi, et le volet recrutement, donc avec sensibilisation d'employeurs sur l'intégration de personnes en situation de handicap, de la gestion d'offres et du suivi à l'intégration. Sachant que cette partie vers l'emploi, on a eu aussi des modifications depuis le milieu de l'année dernière, où on a eu un rapprochement avec Pôle emploi, avec la mise en place d'un lieu unique d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi, donc où on fait un accompagnement conjoint. Et du coup, l'idée, c'est d'améliorer l'accompagnement de ces demandeurs d'emploi, donc un partenariat étroit et des plans d'action vraiment communs avec Pôle emploi sur ce volet. Voilà, donc je reviens à la partie vraiment la maintien. Je vais donner la main à Agathe pour vraiment vous détailler cette partie-là qui est l'objet de notre webinaire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions sur ce volet-là? Au moment, il n'y en a pas dans le chat. D'accord. Écoute, Agathe, je te laisse prendre la main. Merci Isabelle. Du coup, voilà, on va passer à la slide suivante. Du coup, moi, je vais commencer par vous présenter notre équipe maintien, comment elle est constituée. Donc, c'est 11 professionnels avec une responsable référente activité qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Remplace du coup gentiment Laurent Samio qui du coup en tant que responsable est là pour piloter, organiser l'activité et du coup nous encadrer en tant que conseiller maintien. Il y a 9 conseillers maintien, donc, dont Élodie et moi, et puis du coup 7 autres personnes qui donc sont là pour conduire, accompagner les projets de maintien dans l'emploi en entreprise. Nous avons également donc une assistante qui elle va se charger de recevoir en fait les sollicitations qui proviennent des médecins du travail, des employeurs, d'autres personnes. Donc, l'assistante reçoit les fiches de signalement et les traite. Et donc, pour rappel, notre intervention au niveau du service maintien, elle se fait sur l'ensemble du département 44. Le service maintien est en effet un service qui est départemental. Donc, on pourra intervenir sur tout le 44 du moment où, effectivement, le lieu de travail, c'est bien le lieu de travail et l'entreprise,
on prend en compte. Et du moment où elle fait partie du département 44, nous pourrons intervenir. Si la personne, le salarié, est domicilié dans le 85, mais son lieu de travail est dans le 44, c'est bien notre service qui interviendra. Donc voilà pour la constitution de l'équipe et notre périmètre géographique. Je reviendrai d'ailleurs un petit peu après. Pour ce qui est des conseillers maintien dans l'emploi, effectivement, dans le cadre de ce webinaire, c'est dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur qui étaient les conseillers maintien dans l'emploi sous l'angle de leur formation, parce que c'est régulièrement une question qui nous est posée. Donc, on provient en fait tous de formations différentes. C'est une équipe qui est pluridisciplinaire, puisqu'il va avoir du coup 2 ergothérapeutes, un ergonome, 3 psychologues du travail, des professionnels issus de formation des ressources humaines et des professionnels issus de formation de conseillers en insertion professionnelle. Donc, c'est vrai que chaque conseiller va accompagner ses propres démarches de maintien dans l'emploi et une situation. Par contre, c'est vrai que cette pluridisciplinarité est pour nous un plus, puisque il nous arrive régulièrement effectivement de se retrouver lors d'échanges de pratiques pour exposer une situation plus ou moins complexe, généralement complexe quand on veut l'exposer auprès des autres collègues, et ça permet d'avoir un regard croisé qui est intéressant. Voilà pour du coup la constitution de l'équipe du service maintien dans l'emploi. Alors là, du coup, on a mis une carte du département parce que depuis janvier 2021, on a une organisation par territoire. Ça veut dire que les 9 conseillers maintien dans l'emploi vont être répartis répartis sur 4 territoires du département. Donc, il va avoir le territoire ouest qui gravite autour de Saint-Nazaire-Pontchâteau, où sont rattachées 3 conseillères, Cécile Abline, Eva Merglen, Nathalie Normand. Il y a le territoire Nord-Loire qui s'étend de Châteaubriand, de Nantes à Châteaubriand, et là, c'est Mama Atmani et Christophe Pavec qui sont rattachés. Il y a le territoire Est, avec une nouvelle arrivée, Amandine Perrault. Donc maintenant, ça fait quand même quelques temps et elle est bien opérationnelle sur l'activité, mais en remplacement de Amélie Péanvio qui, du coup, est partie pour d'autres horizons professionnels depuis peu. Et il y a également Bérangère Terrien qui intervient au niveau du territoire Est. Et donc, il y a un 4e territoire, le territoire Sud, dont on fait partie avec Élodie Chupin, qui interviendra du coup dans un deuxième dans le cadre de ce webinaire. Cette organisation par territoire, elle peut expliquer pourquoi, pour certains médecins du travail, infirmiers, infirmières, qui ont déjà collaboré avec nous, pourquoi ils ont coopéré davantage avec un conseiller, plus un conseiller qu'un autre, puisque en fonction effectivement d'où se situe l'entreprise, le lieu de travail du salarié, un conseiller sera prédisposé à prendre en charge la situation. Cela dit, une nuance qui nous semble tout à fait importante, c'est vrai qu'au niveau du maintien dans l'emploi, il faut pouvoir se montrer réactif, puisqu'il y a des situations qui sont plus ou moins urgentes et nécessitent effectivement qu'on intervienne rapidement en entreprise. Ça peut être le cas, par exemple, d'une personne en arrêt de travail qui va être consolidée rapidement. Et donc, pour ça, bien évidemment, cette organisation par territoire, elle reste souple. Et en fonction des disponibilités et de l'urgence de la situation, un conseiller d'un autre territoire pourra tout à fait prendre en charge une situation d'un salarié qui provient d'une entreprise qui n'est pas normalement sur son territoire. Donc voilà, pour ce qui est de l'aspect présentation de l'équipe et comment on est réparti sur le territoire. Je vais passer la main à Élodie, qui va vous présenter du coup notre cadre d'intervention, pour quelle situation on intervient. Je ne sais pas, Charlotte, si du coup il y a chat, mais
Après, je pense que ce n'est pas évident de poser des questions en même temps qu'on suit une situation. Donc, pas de souci. Si vous avez des questions sur des slides qu'on aurait déjà passés, vous les posez dans le chat et puis on y reviendra en fin de webinaire. On n'a toujours pas de questions pour le moment. Merci, Agathe. Donc, à présent, je vais donc revenir sur notre cadre d'intervention en répondant donc, à la question « Pour quelle situation intervenons-nous » Donc, nous intervenons pour une situation individuelle d'une personne et non pour une problématique qui va toucher le collectif de travail. Cette personne, elle risque de perdre son emploi, elle est en difficulté sur son poste du fait de l'inadéquation entre sa situation de travail et son état de santé. Donc, cette inadéquation doit être constatée par le médecin du travail. Sans l'avis du médecin du travail sur le projet de maintien, nous ne pourrons pas intervenir. Et donc, il arrive en effet que notre service soit sollicité sans que le médecin du travail soit informé en premier ou que parfois nous n'ayons pas connaissance de ces préconisations donc, du médecin du travail. Donc, pour cela, cela peut être le cas quand c'est l'entreprise, le salarié ou un autre partenaire qui nous saisit. Et dans ce cas-là, et en fonction de la situation, nous réorientons vers la médecine du travail, que le salarié soit vu en visite médicale, ou nous contacterons le médecin du travail en question pour l'informer, recueillir son avis et voir avec lui s'il souhaite revoir la personne avant que la démarche de maintien soit initiée. Donc, le fait générateur d'un accompagnement par notre service, c'est donc soit l'apparition ou l'aggravation de l'état de santé, d'un handicap, d'une maladie, qu'elle soit d'origine professionnelle ou non. Donc, cela peut également dépendre de l'évolution du cadre professionnel qui va être à l'origine donc, de difficultés pour une personne du fait de sa situation de santé. Donc, par exemple, l'arrivée d'une nouvelle machine peut impliquer de travailler les bras levés de façon répétée. Donc la personne qui peut être en poste ou en arrêt, nous allons dans ce cas nous assurer que c'est le bon moment pour entamer une démarche de maintien. Il faut qu'une reprise de travail soit possible au regard de son état de santé. Pour une personne en arrêt, le but de notre accompagnement va en effet être de favoriser une reprise d'activité dans des conditions adaptées à son état de santé. Et donc, il faut que son état de santé soit stable. Et donc, nous invitons le salarié, quand cela n'a pas été fait, à revoir ou à voir le médecin du travail en visite de pré-reprise. Nous accompagnons également les personnes qu'ils aient un titre de VOETH ou non. Dans ce cas, une personne qui n'a pas de statut de travailleur handicapé, nous pouvons l'accompagner à réaliser cette démarche dès lors qu'elle s'engage à faire une démarche donc, de demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Alors, je précise aussi que l'ensemble des aides dispositifs de l'AGFIP, mais aussi de l'assurance maladie, sont mobilisables avec la copie de l'accusé de réception d'une demande de RQTH. Et donc, pour finir, par rapport à notre cadre d'intervention, on intervient dans tout type d'entreprises, qu'elles soient d'effectifs différentes et de secteurs d'activité différents, et pour tout type de handicap, moteur, visuel, auditif, cognitif et mental. Et d'ailleurs, on a pu constater ces dernières années que nous avions davantage d'accompagnement pour des personnes ayant des troubles cognitifs par rapport aux années précédentes. Donc, voilà, sur cette partie-là. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas dès maintenant ou par la suite. Je redonne la main donc, à Agathe. Merci Élodie. Alors, je ne sais pas si le visuel s'affiche bien chez vous. Moi, c'est un petit peu troublé. Alors, ça s'est remis correctement. C'est bon maintenant. OK. Du coup, voilà, à travers les prochaines slides, je vais effectivement présenter nos missions. Pour quelle situation intervenons-nous? Donc, à travers cette slide, on a voulu distinguer les deux types d'accompagnement qu'on est amené à proposer en fonction de la situation de départ. Donc, premier cas de figure, bulle de gauche. On va nous solliciter, mais dans ce cas-là, les solutions maintien ont été et sont déjà identifiées lors du signalement. Dans ce cas-là, notre rôle et le but de notre intervention, ça va être d'accompagner et de faciliter à la mise en œuvre des solutions. Donc, on va avoir un rôle de facilitateur auprès de l'employeur et le salarié pour mettre en œuvre les solutions qui ont déjà été identifiées et trouvées. Donc, comment notre aide va se traduire? Elle va se traduire de plusieurs façons. Par exemple,
on nous fait appel pour un aménagement matériel du poste de travail, donc j'en sais rien, un besoin de fauteuil ergonomique ou un besoin de transpalette électrique. On va pouvoir donc rechercher ou mettre en relation l'entreprise avec des fournisseurs sinon identifiés, proposer pour certains aménagements des essais de matériel quand c'est possible pour que la personne puisse bien valider la pertinence des solutions avant achat. D'ailleurs, pour les aménagements tertiaires, donc il arrive effectivement qu'un signalement nous parvienne, on sait déjà qu'effectivement la réponse va être un aménagement matériel du poste de travail. Là, il n'y a pas forcément besoin que les solutions soient identifiées. On intervient sur poste pour effectivement faire des observations, recueillir les difficultés, les gestes, postures contraignantes de la personne. Et on est là, du coup, pour proposer des solutions d'aménagement adaptées. Et encore une fois, donc dans ce cas de figure, où les solutions de maintien sont déjà identifiées, on va être là également pour aider l'entreprise finalement à financer la mise en œuvre de ces solutions en l'aidant à constituer, mobiliser une subvention auprès de la GEFIP et puis à venir appuyer et argumenter cette demande de subvention, puisque effectivement la GEFIP n'octroie pas les aides comme ça, mais a bien besoin de connaissance de la situation et de ce qui justifie la mise en place de tels aménagements. Toujours dans ce même cas de figure, mais pour le coup, on nous fait appel, alors pas pour un besoin d'aménagement matériel, mais par exemple, le médecin du travail a identifié que, où c'est déjà en place dans l'entreprise, que la personne a besoin d'une aide humaine. Donc, entre guillemets, la solution de maintien, elle est identifiée. Par contre, il y a la question entre guillemets, du financement et du coût que cela représente pour l'entreprise, de mobiliser une autre personne pour aider la personne en situation de handicap à réaliser son travail. Et donc, cette aide humaine, en fonction qu'elle soit, ce besoin d'aide humaine, en fonction qu'il soit temporaire ou pérenne, on va être là pour aider l'entreprise déjà à évaluer ce besoin d'aide humaine en fonction des tâches qui nécessitent de l'aide, évaluer sur l'année en nombre d'heures ce besoin d'aide humaine. Et du coup, on va pouvoir conseiller sur, entre guillemets, le dispositif, l'aide et informer effectivement sur les aides financières possibles qui peuvent être mobilisées. Donc, il y a par exemple le CRPE, contrat de rééducation professionnelle en entreprise, qui peut permettre de compenser effectivement, j'en sais rien, étant donné le besoin d'une aide humaine pour de la formation d'une personne qui reprend sur un nouveau poste et qui a été en arrêt avant. Il y a la reconnaissance de la lourdeur du handicap, et une aide financière qui est destinée donc à compenser des coûts pérennes pour l'entreprise et éventuellement effectivement un coût de mobilisation d'une personne supplémentaire auprès de la personne en situation de handicap. Et puis, il y a aussi une aide financière temporaire quand ce besoin humain est temporaire qui peut être mobilisé auprès de la GEFIP. Donc, on va être là pour évaluer, affiner ce besoin d'aide humaine et aider l'employeur à mobiliser et présenter, argumenter la demande de subvention auprès de la GEFIP. Donc voilà pour ce premier cas de figure où les solutions de maintien sont déjà identifiées, mais on va avoir un rôle de facilitateur pour aider à la mise en œuvre des solutions. Deuxième cas de figure à droite, donc là, les solutions de maintien ne sont pas identifiées lors du signalement. Et du coup, dans ce cas-là, on va être là pour aider et participer à la recherche de solutions de maintien adaptées, donc avec l'ensemble des parties prenantes, employeurs, salariés, médecins du travail. Et donc, on va avoir davantage un rôle de conseil. Donc, pour ce type de situation où les solutions de maintien ne sont pas identifiées, on va proposer et organiser une rencontre en entreprise, donc généralement avec l'ensemble des interlocuteurs concernés, et on convie le médecin du travail quand il n'est pas à l'initiative de la démarche et du rendez-vous.
On s'adapte aussi. Ce premier rendez-vous en entreprise, parfois, il faut rencontrer dans un premier temps l'employeur en amont pour qu'il puisse exprimer certaines et nous informer de certains éléments dont il ne serait pas à l'aise devant le salarié. Donc, on s'adapte. Mais il y aura toujours une réunion qui, du coup, réunira l'ensemble des parties prenantes. Et cette première rencontre, elle va servir d'état des lieux afin de comprendre les enjeux, les freins au maintien dans l'emploi, côté salarié, mais aussi employeur. Pour cela, on va questionner la situation pour faire émerger des pistes de solutions. On va questionner sur la situation de travail du salarié, sur les tâches, activités contraignantes, sur est-ce qu'il y a des stratégies de compensation qui sont mises en place déjà. On questionne également sur l'organisation du travail, les activités de l'entreprise, les éventuels postes vacants en cas de recherche de reclassement. Et toutes ces questions-là, elles ont pour but effectivement de faire émerger des pistes de solutions et d'identifier aussi certains freins pour essayer de les lever. Donc, suite un peu à ce diagnostic et à ce recueil d'informations et de ce qu'il en ressort, on va pouvoir proposer des actions, prestations, dispositifs pour faciliter le projet de maintien dans l'emploi. Donc, il y a les dispositifs effectivement de la GFIP, des aides humaines, techniques, matérielles. Il y a des prestations aussi auxquelles on peut faire appel et des prestataires spécialisés par déficience visuelle. Donc, en fonction de la situation, on sera amené à proposer et à mobiliser des actions et des prestations qui sont là pour faciliter la mise en œuvre du projet de maintien dans l'emploi. Ça peut être aussi la mobilisation de dispositifs de l'assurance maladie et puis parfois, il est nécessaire de mobiliser la MDPH. Pour illustrer mes propos, par exemple, pour une personne qui ne va pas pouvoir reprendre sur son poste initial, mais pour qui une possibilité de reclassement est possible et identifiée, on va pouvoir éventuellement mettre un essai encadré pendant l'arrêt pour que la personne puisse tester ce nouveau poste. On va également informer l'employeur qu'il y a des aides possibles permettant de financer la formation de la personne dans le cas d'un reclassement en interne pour raison de santé. Voilà pour cette partie. Et puis, nous sommes là aussi pour un peu établir un plan d'action, une chronologie pour la mise en place des actions. Donc, voilà, 2 types d'accompagnement. La solution de maintien identifiée, donc là, on va plutôt avoir un rôle de facilitateur pour aider à la mise en œuvre des solutions par la mobilisation de mesures, par la mobilisation de fournisseurs. Voilà. Et puis, dans un deuxième cas, la solution de maintien n'est pas identifiée. Et donc là, on va aider à l'émergence de solutions. Et puis, de la même manière aussi, jusqu'à la mise en place d'actions et de prestations. Voilà pour cette slide. Donc là, c'est pour résumer, nos missions vont être reprises et représentées dans ces bulles. Donc, on va avoir un rôle informatif. On est là pour informer les employeurs et les salariés sur les dispositifs aide au maintien dans l'emploi. C'est vrai que ce serait dommage parfois de passer à côté d'un maintien dans l'emploi parce qu'un employeur n'aurait pas eu connaissance, ne serait-ce que d'une aide financière qui aurait permis de mettre en place un moyen de compensation ou accompagner un reclassement interne. Donc, on est là pour informer sur toutes les aides possibles. On est là pour conseiller et accompagner, donc conseiller sur les actions et les dispositifs qui peuvent être mis en place en vue de favoriser le maintien d'une personne et accompagner dans la mise en œuvre de ces solutions. On est là aussi pour faciliter en levant d'éventuels freins par la proposition d'aide financière pour compenser le handicap. Faciliter également par la mobilisation d'autres partenaires du maintien avec qui nous collaborons quotidiennement. Donc, par exemple, l'assurance maladie. Informer l'assurance maladie qu'on a éventuellement une personne qui est en arrêt, il y a une démarche de maintien dans l'emploi qui est lancée,
qui permet parfois, entre guillemets, laisser un petit peu plus de temps quand on en a besoin de réflexion pour la mise en place du projet de maintien dans l'emploi avant la reprise. Donc, on est là effectivement pour faciliter ces échanges avec des partenaires institutionnels comme l'assurance maladie, la GFIP, la MDPH. Et donc, nous avons aussi un rôle de suivi dans nos missions. Nous allons suivre la situation de la personne tout au long du parcours de maintien par le biais de relances, contacts réguliers. Par exemple, la personne est en arrêt de travail et donc on va la recontacter pour voir si son état de santé s'est stabilisé, si la démarche de maintien dans l'emploi va pouvoir être relancée. Et puis, ce suivi, il implique aussi des relances auprès de l'employeur pour voir si la mise en place des aménagements a été réalisée. Donc, ce suivi se fait à distance et puis on peut aussi réintervenir en entreprise au besoin. Une dernière mission, c'est la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles. Donc, Isabelle l'a évoqué lors de la présentation de nos différents services, puisque du coup, on a d'autres services comme effectivement le conseil en évolution professionnelle. Si nous, conseillers maintien, on a accompagné une situation de maintien, mais malheureusement, ça n'aboutit pas sur un maintien en emploi, on va pouvoir effectivement proposer à une personne d'être accompagnée dans le cadre, par un conseiller en évolution professionnelle pour commencer à réfléchir à donc un nouveau projet professionnel et à l'élaboration d'un nouveau projet professionnel. Il faut que la personne ait encore un petit peu de temps d'arrêt de travail pour que cet accompagnement puisse être réalisé avant d'être licencié pour inaptitude. Alors, on a une question dans le chat concernant la reconversion des salariés. Pouvez-vous être prescripteur du recours à un service de réadaptation professionnelle? Alors, je répondrai que non. On n'est pas prescripteur pour des entrées, pour des parcours de rééducation professionnelle. Réadaptation professionnelle. Réadaptation professionnelle. Non, alors après, c'est vrai que nous, sur la partie maintien dans l'emploi, là, c'est plus du coup un conseiller en évolution professionnelle qui pourrait identifier ce besoin-là. Mais je ne crois pas qu'il y a de prescription possible. Isabelle sera Non, en effet, peut-être… pour compléter, c'est vrai qu'on peut permettre à la personne de mieux connaître ce service-là, mais il y aura une orientation par la MDPH à un moment donné qui sera nécessaire, sur laquelle nous, on n'a pas d'accès plus direct. Voilà, on peut positionner la personne sur des espèces d'informations collectives pour qu'elle découvre en fait l'environnement de ces structures, mais du coup, il faudra passer par une orientation donc de la MDPH quand c'est à volet professionnel et puis plutôt de l'assurance maladie quand on est plus en amont. Après, par contre, ça arrive effectivement qu'une personne qui a besoin éventuellement d'un accompagnement, il y a une détection d'un besoin d'un accompagnement UROS, par exemple, pour les troubles cognitifs. Donc, tout ça, ça demande effectivement de passer par une commission de la MDPH. On peut éventuellement, et le conseiller en évolution professionnelle pourra peut-être aider à réaliser cette démarche auprès de la MDPH, mais on n'intervient pas que pour ça. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des actions préalables qui ont été réalisées par le conseiller en évolution professionnelle qui ont déterminé qu'un accompagnement UROS était utile. On ne va pas nous faire appel pour juste qu'on fasse le relais auprès de la MDPH et aider au dépôt de cette demande-là. On a une autre demande d'un médecin du travail qui nous demande quel lien on a avec le FASTT, puisqu'elle travaille beaucoup avec eux concernant l'accompagnement des intérimaires en difficulté, et elle voulait savoir s'ils vous sollicitent parfois pour l'accompagnement. Alors, c'est vrai qu'on est sollicité pour des personnes intérimaires.
mais c'est pas la grande partie de notre activité, puisque déjà, il faut qu'il y ait une mission intérimaire qui soit, entre guillemets, suffisamment longue pour qu'on puisse mener une démarche de maintien dans l'emploi. Pour moi, souvent, on est sollicité pas par le FASTT, mais plutôt par des médecins du travail et les intérimaires eux-mêmes ou les employeurs, mais pas par le FASTT. Voilà. Excusez-moi, je me permets. Vous m'entendez peut-être? Oui. Oui, donc je suis le docteur Carole Lamry, parce qu'effectivement, nous, on travaille beaucoup avec le FAST, justement pour orienter les intérimaires dans l'accompagnement, parce qu'ils font aussi l'accompagnement des intérimaires. Ils ont une cellule maintien aussi, donc on travaille beaucoup avec eux, mais l'idée, de toute façon, c'est un accompagnement un peu global sur le maintien en emploi. Donc c'est vrai que là, je me dis que parfois, parce qu'il y a aussi des CDI intérimaires, donc eux, ils sont en CDI avec les agences. Donc, on pourrait quand même vous solliciter aussi pour évaluer la situation de l'intérimaire sur tout à fait. ses capacités de travail, en fait. Oui, tout à fait. Un peu plus global. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il faut que entre guillemets, donc oui, on intervient pour les CDI et pour les intérimaires aussi, mais il faut que la mission soit encore en cours, en fait. C'est ça. Mais parfois, le contrat de mission, oui, c'est sur des missions longues, mais dans ces cas-là... C'est pour, oui, plutôt pour des missions longues, pour que la mission longue se passe bien et que la personne soit maintenue sur sa mission longue. Après, des personnes pour qui la mission s'arrête et pour qui elle était en difficulté, il faut réfléchir à un nouveau, des missions plus adaptées. C'est pas nous qui interviendrons parce que... D'accord. Ouais. Alors peut-être pour compléter, c'est vrai qu'au niveau de Cap Emploi, on a un partenariat avec le FAST, alors sur les deux volets de nos accompagnements, donc vers l'emploi et dans l'emploi. Donc, et je pense qu'en fait, en effet, ils vont nous solliciter, comme disait Agathe, sur des situations, donc pour le maintien, quand c'est des situations un peu longues où on peut intervenir, enfin voilà, qui ont une certaine durée. Et c'est vrai que ça arrive aussi qu'ils nous orientent des personnes, soit parce qu'elles ne peuvent plus continuer à faire des missions, ils ne voient plus trop quoi. Donc souvent, ils deviennent demandeurs d'emploi et on les accompagne en parallèle, ou éventuellement dans le cadre de la reconversion salariée. Mais ça, c'est pour les CDI intérim, vous parlez? Ça peut être sur des CDD aussi d'intérim. Des intérimaires, d'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, parfois, ils sont en difficulté sur leur poste de travail sur lesquels ils sont en intérim. Et donc, nous, on les oriente en priorité vers le FAS, puisque c'est notre grand partenaire, mais ou vers la MDPH aussi, pour une connaissance de handicap. Et après, l'idée, c'est de réfléchir sur une reconversion professionnelle. Donc après, nous, l'idée, c'est qu'effectivement, ça les accompagner au maximum pour qu'ils puissent changer d'emploi, quoi. Voilà, et s'ils peuvent le faire au sein d'intérim, c'est même l'idéal, mais oui, voilà. Oui, tout à fait. Parce que parfois, c'est possible quand même en intérim, de changer, mais parfois, ils ont besoin d'une formation pour pouvoir le faire. Tout à fait. Et puis, il faut savoir qu'au FAST, ils ont aussi quelqu'un qui fait le conseil en évolution professionnelle. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec eux. Mais Voilà, qui fait ce relais et qui s'oriente vers nous, en fait, quand elle se sent en limite. C'est ça ma question. Est-ce qu'il faut bien pour avoir eu des situations, j'avais l'impression qu'il y avait ce relais-là, effectivement, mais je voulais m'en assurer avec vous. Oui, ça existe. Alors, je ne pourrais pas vous quantifier là comme ça. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on se connaît, on travaille en partenariat régulièrement et il y a ce relais qui se fait avec la conseillère évolution professionnelle. D'accord, ok. Très bien. Je vous remercie. C'est vrai que du coup, ça fait plus partie du champ d'une réflexion autour de la transition professionnelle et donc c'est moins le service maintien qui agit là-dessus. Donc, je te remercie Isabelle pour les compléments d'information. Pas de souci. On a encore un commentaire, cette fois-ci, ce sera d'un salarié qui travaille dans une entreprise d'aéronautique. Suite à un accident du travail, il est inapte à une reprise de travail physique reconnue par la RQTH et son employeur
n'a pas de solution de reclassement dans un bureau et il veut savoir si on pourrait l'aider pour ça. Pour une reconversion professionnelle, j'imagine. Pour un maintien ou pour voir s'il y a une possibilité de trouver une solution avec son employeur, je pense. Bah, alors, je dirais, moi, sur la question du maintien, il faut que son employeur pense qu'il puisse y avoir une solution pour qu'on puisse intervenir. Hein, là, Élodie, Agathe, je vous laisse compléter. Et puis, puisqu'il est forcément dans la boucle des éléments qui peuvent être proposés. Et puis, pour ce qui concerne l'évolution professionnelle, donc là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut accompagner le salarié pour réfléchir à une autre orientation en dehors de l'entreprise. Donc ça, on le fait soit nous, Cap Emploi, soit on s'articule aussi beaucoup avec le groupement Évolution, qui accompagne les salariés dans ce besoin tout public. Et donc, en fait, on a une articulation qu'on est en train de retravailler d'ailleurs aujourd'hui pour nous pouvoir prendre le relais au niveau de Cap Emploi quand vraiment il y a une problématique pour la personne à prendre en compte son handicap, une problématique un peu d'acceptation, de prise en compte du handicap. Donc, il peut être rerouté vers un de nos services, je dirais, donc soit le groupement Évolution, soit Cap Emploi pour l'évolution professionnelle. Et puis, nous, on l'accueillera et on expliquera et on relaiera vers le bon interlocuteur entre nous deux. Je ne sais pas si ma réponse est suffisante ou pas. Oui, si, j'ajouterais peut-être aussi, je ne sais pas si là, dans ce cas-là, le médecin du travail a été aussi sollicité. Ça me semblerait intéressant d'avoir aussi l'avis du médecin pour pouvoir aider le salarié à avancer dans sa démarche. C'est peut-être le médecin du travail qui pose la question. Peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne sais pas si... Voilà, est-ce que pour la personne qui a posé la question, on a répondu assez précisément ou si vous voulez compléter peut-être votre question? Alors Charlotte, je veux bien que tu me dises parce que comme je disais, moi je ne vois rien du tout. Il n'y a pas de commentaires supplémentaires. D'accord, bon, on peut peut-être poursuivre alors. Ok. Du coup, là, à travers les 2 prochaines slides, je vais présenter un petit peu le cycle de vie d'un parcours et d'une démarche de maintien. Et donc, finalement, un parcours de maintien dans l'emploi chez nous va débuter par la réception d'une fiche de sollicitation. Donc d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas connaissance de notre fiche de sollicitation, elle se trouve sur notre site internet et peut être téléchargée. Donc en fait, cette fiche, elle comprend des informations sur la personne concernée, sur l'entreprise. On demande d'expliquer un petit peu la nature et le contexte de la demande. Et donc, il y a un dernier volet qui porte sur l'avis médical du médecin du travail. À ce stade, c'est du coup l'assistante qui va centraliser l'ensemble des nouvelles situations. Et donc, notre assistante va réaliser un premier niveau d'analyse, à savoir si ça relève bien du service maintien dans l'emploi ou du conseil en évolution professionnelle, s'il n'y a pas de reclassement en interne possible. Si la personne a un statut BOETH ou non, et du coup, si elle n'a pas de statut BOETH, du coup, on lui proposera de l'accompagner à faire une demande de reconnaissance de travailleur handicapé. Et puis, l'assistante va aussi évaluer s'il y a une notion d'urgence pour pouvoir solliciter rapidement un conseiller pour intervenir. Sur cette fiche de sollicitation, l'assistante va aussi bien veiller à regarder s'il y a un avis médical du médecin du travail, s'il est bien complété et si les informations qui sont complétées dans le volet médical, parce que parfois, du coup, les employeurs vont compléter le volet avec la dernière fiche d'aptitude, voir si cette fiche d'aptitude et si la dernière visite date pas trop. Et dans ce cas-là, si on n'a pas d'avis médical et si les préconisations datent, et la visite médicale date, donc on réorientera, l'assistante réorientera vers la médecine. Il est possible également, si on n'a pas d'avis et de préconisation, que ce soit le conseiller maintien qui contacte directement le médecin du travail pour voir effectivement, en fonction de la demande, si le médecin
souhaite revoir avant un éventuel rendez-vous en entreprise, s'il souhaite revoir la personne ou non en visite médicale avant. Donc voilà pour cette première étape. Donc la deuxième étape va être la répartition des situations en réunion d'équipe. Cette réunion d'équipe, elle a lieu tous les jeudis après-midi. Donc tous les conseillers maintien y assistent. Et on va passer en revue donc, toutes les nouvelles situations et elles vont être attribuées donc, en fonction du territoire, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on avait une organisation par territoire, mais aussi en fonction des urgences et donc de la disponibilité des conseillers. Ce temps du jeudi après-midi va également être utilisé pour nos échanges de pratiques. Donc, nos échanges de pratiques, c'est quand un conseiller va exposer une situation auprès des autres membres de l'équipe pour un regard croisé et généralement, on expose notamment les situations complexes, pour lesquelles on souhaite avoir un avis des autres conseillers. Troisième étape vient ensuite la prise en charge de la situation par le conseiller. Cette étape, elle se fait à distance. Elle commence par une prise de contact donc par téléphone ou mail avec le triptyque des acteurs, donc le triptyque des acteurs, employeurs, salariés, médecins du travail. Nous contactons en premier lieu la personne qui a sollicité un accompagnement auprès de notre service. Elle permet de recueillir, cette première prise de contact, l'accord de tous pour s'inscrire dans cette démarche de maintien dans l'emploi et recueillir des premières informations. Elle va permettre aussi aux salariés ou à l'employeur de se confier sur certaines difficultés avant une rencontre à plusieurs. Donc, ça peut être effectivement important comme temps d'échange. Donc, ces différents appels aboutissent généralement sur la proposition d'une rencontre en entreprise. Donc, effectivement, la quatrième phase du cycle de vie d'un parcours de maintien dans l'emploi chez nous, ça va être l'intervention en entreprise. J'en ai déjà parlé précédemment, donc je vais passer plus vite dessus, mais et convier donc l'ensemble des acteurs concernés, salariés, représentants de l'entreprise, médecins du travail, lorsqu'il n'est pas à l'origine du rendez-vous ou qu'il n'a pas indiqué sur la fiche de sollicitation qu'il ne souhaitait pas être présent. Bien évidemment, si le médecin du travail est absent, pas disponible, nous le tenons toujours informé suite au rendez-vous de ce qu'il est ressorti de l'échange et des actions envisagées, puisque du coup, on lui soumet. Donc, cette première rencontre, elle sert d'état des lieux de la situation. C'est un échange, questionnement sur la situation qui peut être aussi accompagné d'observations et de visites de poste. Le but, donc, c'est de faire émerger des solutions et de construire ensemble un projet de maintien dans l'emploi. Le conseiller Cap Emploi informera aussi sur les aides, dispositifs, prestations qui peuvent être proposés en vue de faciliter le projet de maintien dans l'emploi. Enfin, vient l'étape d'appui à la mise en œuvre des solutions. Donc, nous allons, dans cette phase-là, accompagner, épauler l'employeur et le salarié dans la mise en œuvre des solutions et dans la mise en œuvre du plan d'action défini ensemble. J'en ai également parlé précédemment, mais notre aide va donc consister, en fonction de la situation, à soit rechercher des fournisseurs pour des solutions de matériel de compensation. Ça va être également organiser des essais de matériel avec des fournisseurs de la région, quand c'est possible et que le matériel peut être testé. C'est possible pour de l'aménagement tertiaire, mais aussi parfois pour des petits chariots lift-up de manutention. Et puis, on va être aussi là pour mobiliser les autres partenaires qui doivent être sollicités et qui vont être aidants dans la situation, comme le service social de la CARSAT, la MDPH, l'assurance maladie, la GFIP, ou encore les professionnels retenus par la GFIP comme experts de certains types de handicap. Effectivement, il y a des prestataires spécialisés par déficience, donc des prestataires pour la déficience visuelle, auditive, mentale, cognitive,
intellectuelle et on peut leur faire appel parfois pour nous aider dans la recherche de solutions de maintien et d'aménagement pour des situations. On va également être là dans cette phase de suivi de la mise en œuvre de la solution pour aider sur le plan administratif l'employeur ou le salarié pour mettre en place certaines mesures de maintien dans l'emploi et mobiliser des aides financières destinées à prendre en charge des coûts liés à la compensation du handicap. Notre accompagnement prendra fin lorsque les solutions de maintien sont identifiées et qu'elles sont en place ou peuvent être mises en place prochainement. Et 6 mois après la fin d'accompagnement, à savoir que notre service va reprendre contact avec la salariée pour faire un point de suivi et savoir si les solutions d'aménagement sont toujours satisfaisantes et s'assurer qu'il n'y a pas besoin de réintervenir. Donc voilà pour le cycle de vie d'un parcours de maintien dans l'emploi chez nous et donc les différentes étapes pour lesquelles nous accompagnons une démarche de maintien dans l'emploi. Maintenant, donc, je vais passer la main à Élodie qui va vous présenter les partenaires et les fournisseurs avec qui on peut travailler puisque le maintien dans l'emploi, c'est un travail de coordination qui implique parfois l'intervention d'autres partenaires et de fournisseurs et donc ça nous paraissait effectivement utile de revenir là-dessus. Donc, écoute, à toi, Élodie. Donc, notre service va donc veiller à cette bonne coordination et c'est facilité puisque nous avons l'habitude de travailler quotidiennement avec les différents acteurs. Donc, évidemment, nous collaborons régulièrement avec la GFIP et pouvons les interroger directement sur une situation de maintien qui nécessiterait une intervention financière de leur part non prévue par les aides existantes. Avec la MDPH, nous avons un partenariat qui nous permet de solliciter une instruction rapide de leur part pour une demande de PCH, prestation de compensation du handicap. C'est un partenariat utile pour une personne qui a des besoins rapidement d'être appareillée de prothèses auditives ou qui a besoin d'un aménagement de son véhicule, par exemple, pour faciliter ou permettre la conduite. Avec la CPAM, nous travaillons aussi étroitement avec le service maintien PDP, donc prévention des insertions professionnelles, et nous avons construit des modes opératoires pour mettre en place rapidement certains de leurs dispositifs comme l'essai encadré et le CRPE. Nous sommes également présents à la cellule PDP, donc prévention des insertions professionnelles, ce qui nous permet d'obtenir des éléments déterminants pour une démarche de maintien, à savoir par exemple si la personne va être consolidée rapidement, si une invalidité peut être envisagée. Nous travaillons également quotidiennement avec l'ensemble des prestataires retenus par la GFIP, comme les experts d'une déficience, et à qui on peut faire appel pour nous aider dans la recherche des moyens de compensation adaptés. On a cité tout à l'heure l'UCO, il y a également l'ADAPT pour le handicap moteur, au sens pour le handicap auditif et visuel, l'ADAPI pour le handicap mental et psychiatrique pour le handicap psychique. Donc, je propose maintenant sur la slide suivante de présenter les fournisseurs. Voilà. En effet, dans les acteurs du maintien, il y a les fournisseurs avec qui nous travaillons quotidiennement. Pour certains, comme Cessia, qui propose de nombreuses solutions de compensation pour les aveugles et les malvoyants. Il y a également Ergo Santé ou Azergo qui sont spécialisés dans les solutions d'aménagement ergonomique telles que le bureau et qui proposent aussi des essais matériels au poste de travail de la personne. On a également par exemple One Direct à qui on fait appel pour les casques téléphoniques et qui propose également des essais de matériel. Et puis 3 petits points puisque la liste peut être très longue, je propose de poursuivre sur plutôt maintenant un exemple en fait que je vais vous présenter via une vidéo. L'idée, c'est en effet, grâce à ces collaborations et partenaires, pour qui certains datent depuis plusieurs années, on arrive à résoudre certaines situations de maintien de façon efficace. Et donc, la vidéo va notamment illustrer les propos qu'on a eus jusqu'à maintenant avec Agathe, Isabelle et moi, d'une personne que j'ai suivie l'an dernier, qui est une situation de maintien réussie d'une salariée, qui s'appelle Madame Ploquin, qui, lorsque notre service a été sollicité par le médecin du travail, était en difficulté sur la tenue de son poste d'aide médico-psychologique, dans une maison de retraite, un EHPAD.
Voilà, je vous laisse visionner la vidéo. On a fait appel au service maintien du Cap Emploi pour une situation assez particulière dans l'établissement, avec une salariée qui avait un handicap qui évolue dans le temps et qui posait problème dans l'accompagnement des résidents. Monique, je suis aide médico-psychologique à l'EHPAD depuis 12 ans. Pour accompagner les résidents, pour les habiller, je fais tout de la main droite, le problème au niveau de ma côté gauche, le côté neurologique. Donc, difficulté pour agrafer leur soutien-gorge, mettre aussi les balles contention qui étaient un geste délicat. Donc l'assistante du service maintien du Cap Emploi a reçu la fiche de sollicitation du médecin du travail. Puis en équipe, on a analysé la demande et ensuite j'ai contacté les 3 interlocuteurs, dont le médecin du travail en premier, du fait que ce soit lui qui nous ait contactés. J'ai organisé une réunion au sein du foyer La Perrière avec le médecin du travail, le directeur, Madame Ploquin et moi-même. De ce temps d'échange est ressorti le besoin d'observer Madame Ploquin en situation réelle de travail en réalisant des tâches de soins auprès des résidents. Donc, ce qui permettait de réaliser le diagnostic. Donc, de ce temps d'observation en situation réelle, il en est ressorti que Madame Ploquin met en place beaucoup de stratégies de compensation. Elle peut solliciter une collègue pour la mise en place, par exemple, des bas de contention. Elle peut aussi prendre plus de temps sur certaines tâches et être fatiguée en fin de matinée. Il y en avait plusieurs solutions, hein, très clairement. On avait l'ajustement de son poste, on avait également une possibilité de faire une reconnaissance du handicap plus importante qu'elle ne l'avait aujourd'hui, ce qui entraînait une pension complémentaire et donc derrière une réduction du temps de travail au sein de l'établissement. Et puis on est allé jusqu'à évoquer la sortie de l'établissement par une rupture de contrat avec un reclassement possible, avec de notre part en tout cas employeur un accompagnement sur son reclassement qui était très clairement envisageable. Donc suite à ce temps d'échange et ce temps d'observation, j'ai réalisé un premier plan d'action que j'ai présenté en fait à l'ensemble des interlocuteurs et qu'ils ont validé. La première solution retenue a été le maintien au poste de Madame Ploquin. Pour cela, j'ai proposé à l'employeur de compléter un dossier d'aide au maintien de 2 000 € envoyé à la GFI. Cette aide a permis de couvrir les premiers frais engagés dans la démarche du maintien au poste de Madame Ploquin. J'ai ensuite contacté l'assistante sociale de la CARSAT pour se questionner sur la réduction du temps de travail. J'ai ensuite fait appel au prestataire l'ADAPT pour réaliser une prestation d'appui spécifique afin d'évaluer les capacités fonctionnelles de Madame Ploquin et d'identifier des moyens de compensation à son poste de travail. Un autre scénario retenu était la reconversion en externe. Pour cela, j'ai proposé un CEP salarié, donc un conseil en évolution professionnelle pour les salariés, réalisé par donc une collègue, une conseillère de Cap Emploi. Suite à la mise en œuvre de la prestation d'appui spécifique par le prestataire de la DAPT, une restitution multipartite a eu lieu avec le médecin du travail, le directeur, le prestataire, Madame Ploquin et moi-même, pour donc aborder les aménagements évoqués par la DAPT, donc soit des aménagements organisationnels, humains et techniques. Donc, durant ce temps d'échange entre les différents interlocuteurs, il s'est avéré que les aménagements techniques, humains et organisationnels n'étaient pas forcément évidents à mettre en œuvre par l'employeur. Ce dernier a proposé une autre piste de solution qui est donc un reclassement en interne sur des missions d'animation. Donc j'ai proposé une dernière prestation d'appui spécifique avec l'UCO afin que Madame Ploquin puisse mieux comprendre son fonctionnement cognitif et afin de s'assurer que ces nouvelles missions d'animation soient adaptées à sa situation de handicap.
c'était un peu difficile au début de m'adapter déjà aux horaires et au poste d'animation que je ne connaissais pas, que je connaissais par quelques modules de formation d'AMP. Aujourd'hui, je me sens mieux sur mon poste. Physiquement, déjà, c'est beaucoup moins fatigant. J'ai beaucoup plus adapté à mon handicap. Conclusion, je m'épanouis pleinement dans mon travail. Moi, je ne connaissais pas le service maintien Cap Emploi, et puis d'ailleurs, il y a d'autres établissements qui sont venus aussi se greffer sur cette problématique-là, qui nous ont accompagnés. La plus-value, c'est qu'en fait, la problématique est vue par des gens de l'extérieur, qui ont d'autres dossiers aussi en tête, et qui nous permettent vraiment de poser les choses. Moi, je pense que ça c'était vraiment essentiel dans l'accompagnement de Mme Ploquin. Pour faire la part des choses entre ce que le salarié ressent, ce que l'employeur ressent de son côté, pour trouver une médiation dans tout ça et nous accompagner dans cette médiation. Et nous, on est complètement satisfaits, on a trouvé une solution, on a gardé un salarié qui était en plus très motivé. Faut savoir aussi, quand on parle d'un cas là, qui s'est traité en pleine pandémie, en pleine crise sanitaire, donc ça n'a pas non plus aidé les choses. Mais le but n'est pas de se séparer des gens quand ils se trouvent confrontés à ce genre de problématiques, mais d'essayer de trouver des solutions. Et pour le coup, aussi bien la médecine du travail que Cap Emploi nous ont permis de pérenniser ce poste, entre guillemets, et de faire en sorte que Mme Ploquin fasse encore partie de nos effectifs. Et nous sommes ravis de cette solution. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas par rapport aussi à cet exemple. Charlotte, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent. Non, on n'en a pas eu d'autres. Non. Bon, n'hésitez pas encore, hein, il nous reste quelques minutes. C'est vrai qu'on arrive au terme de notre webinaire. Donc, le temps qu'on conclue, n'hésitez pas à remettre une question si vous le souhaitez. Merci pour votre participation. On espère que vous avez pu approfondir un petit peu la connaissance que vous aviez de notre service maintien. Vous voyez à l'écran, là, on vous remet nos coordonnées, donc avec le numéro de téléphone, la boîte mail directe du maintien qui est gérée par notre assistante. Et puis, comme Agathe l'a évoqué tout à l'heure, vous retrouvez le lien aussi pour accéder à notre fiche de sollicitation sur notre site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, soit pour une situation concrète, mais même pour des questions. Donc voilà, vous voyez que nous, on essaye vraiment on intervient vraiment dans une logique d'anticipation et de sécurisation des parcours. Donc vous pouvez nous solliciter à tout moment. On va peut-être s'arrêter là puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, du coup, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.